Bienvenue sur Wikidata, la chaîne des données et du code. Aujourd'hui, nous allons voir une démonstration. Une démonstration ici, ce sera un cas pratique où nous allons voir un peu plus en détail ce que sont les régressions et comment les visualiser. Et bien sûr, on va réaliser ce joli graphique. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Bien, qu'est-ce que c'est ce concept de démonstration? Donc, en fait, c'est un cas pratique, un peu light, léger, et là on va voir quand même pas mal de choses. Et la raison pour laquelle on voulait faire ce type de contenu, c'était parce que la plupart du temps, tout ce qu'on faisait c'était très débutant et ça allait très lentement. Et si on voulait voir des trucs un peu plus intéressants, il fallait attendre un long moment avant qu'on y arrive avec le rythme dans lequel on publie nos vidéos. En plus, on a senti un besoin pour les intermédiaires qui, bien souvent, sont perdus et sont bloqués au même niveau pendant longtemps, alors que les débutants trouvent quand même souvent de quoi se satisfaire. Et en plus, moi je vais vous présenter beaucoup de choses fun que j'aime bien dans R pour vous montrer que ce n'est pas seulement que les statistiques et qu'on peut faire plein d'autres choses. Typiquement, je suis un grand fan de web scraping et j'aime le text mining. Et l'analyse de réseau est quand même quelque chose de super intéressant à voir et on va découvrir plein de modèles et plein de choses super marrantes à faire. Si parmi ceux que j'aime dire, il y a des choses qui vous intéressent ou vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça nous aiderait beaucoup pour les prochaines vidéos et les prochaines démonstrations. Ici, dans cette vidéo, on va voir un peu de web scraping avec le package Harvest, on va voir un peu de manipulation de données avec le package Dplyr, on va voir un peu de visualisation de données avec ggplot, et bien sûr un peu de nettoyage aussi avec Janitor. Alors ici, je vous propose de pouvoir analyser des données de Wikipédia. Alors pourquoi Wikipédia? Alors Wikipédia a beaucoup de tableaux, comme vous pouvez le voir ici, de ce type-là, qu'on peut vraiment collecter et utiliser. Donc je ne vais pas vous montrer comment le faire à la main, parce que je pense que souvent beaucoup de gens les copie-collent comme ça, et des fois ça ne donne pas forcément les bons résultats, mais je vais vous montrer qu'on peut les importer facilement avec R. Naturellement, la collecte de tableaux n'est pas limitée à Wikipédia, tant que vous en trouvez en ligne qui sont scrapables, vous pouvez très bien les récupérer. Et bien sûr, on va faire ça avec du web scrapping. Ici, j'ai 3 tableaux à vous montrer. Donc ici, nous allons prendre les données de l'espérance de vie. Ici, les inégalités. Et ici, l'indice de développement humain ajusté pour les inégalités. Si ça vous intéresse, ici, il y a plein d'autres tableaux, donc ce lien, je le mettrai en description, et qui vous permet de pouvoir voir d'autres types de tableaux que vous pouvez utiliser si vous voulez vous exercer à faire le même type d'analyse que je fais, c'est-à-dire trouver des tableaux en ligne, les importer dans R, les nettoyer et faire quelques petites analyses avec. Vous allez voir, c'est très fun. Ici, dans mon cas, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de prouver que l'espérance de vie, et plus particulièrement la différence d'espérance de vie entre hommes et femmes, est aussi liée à l'inégalité entre les pays. Et pour ça, on va utiliser l'indicateur du Gini. L'hypothèse derrière, c'est que dans un pays où il y a beaucoup d'inégalités, on va avoir beaucoup plus de différences parce que dans ce genre de pays, on aura tendance à retrouver certains types de métiers qui vont faire en sorte à ce que les hommes vont se retrouver dans des travaux un peu plus risqués et dangereux, et ça peut diminuer en fait leur santé et leur longévité. Bien sûr, on ne va pas faire qu'une simple régression, on va aussi mettre une variable de contrôle qui est ici l'indice de développement humain lorsqu'on contrôle pour l'inégalité. Lorsqu'on contrôle pour l'inégalité, je trouve que c'est beaucoup plus parlant parce que lorsqu'on a des indices de développement, on le calcule pour tout un pays, mais en fait, s'il y a énormément d'inégalités dans le pays, c'est-à-dire que le développement ne profite qu'à une partie de la population et pas à tous. Alors pour commencer, on va faire comme d'habitude quelque chose de pratique et propre, c'est de commencer un projet. Parce qu'ici, si vous voyez, je suis dans aucun projet ici, comme vous pouvez le voir. Et moi, je sais que ici, je me trouve dans le dossier test. C'est un dossier que j'ai créé. Là, vous pouvez voir que c'est un dossier test, là où j'ai tous mes tests que je fais et qui ne sont pas liés à des projets ou des travaux que je fais. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Donc moi, je vais aller ici et je vais faire un New Project. Ensuite, vous ne voyez pas très bien à cause du thème que j'ai choisi, mais on va prendre le premier parce que ici on n'a pas de dossier qui existe déjà pour ce projet. On va rechoisir le premier ici. Ensuite, il va me demander quel est le nom de votre dossier. Donc moi, je vais appeler ça démonstration, voire même démo 1. Ensuite, il va me demander où est-ce que je vais enregistrer ça. Donc moi, je vais regarder. Donc je vais dans mon bureau. Et ensuite, à l'intérieur, je vais aller dans code. Je vais aller sous R, ensuite je vais aller sous projet, et ensuite ce sera dans mon dossier projet où je mets les choses. Et je vous encourage vraiment à avoir un dossier projet,
Et comme vous pouvez voir avant, un dossier test, là où vous n'avez aucun projet, vous pouvez faire tous vos tests et essayer n'importe quoi traîner. Mais dans les projets, essayez d'avoir quand même quelque chose de propre et structuré et toutes vos données, et vos codes, et vos scripts. Donc on peut y aller. Ici on va créer notre projet. Et vous voyez que maintenant on est arrivé dans un nouveau projet parce que ici on a le nom du projet. Et ici c'est tout vide et on a juste le fichier du projet qui nous permet d'enregistrer tout ce qu'on fait et de pouvoir le réutiliser plus tard. Maintenant on va commencer un script et comme script je vais vous proposer de prendre un R Markdown parce que j'aime bien ça. Ici je vais lui donner le titre démo 1, pas besoin de mettre d'auteur, la date est dénotée et ici on va juste laisser au format HTML. Alors vous voyez que mon R Markdown s'est ouvert, donc c'est super. Et moi ce que j'aime bien faire lorsque je travaille avec ce genre de document, c'est de baisser à peu près tout et de garder que ceux qui m'intéressent. Mais avant, j'aimerais faire aussi une étape. Non, en fait, je vais laisser comme ça vous allez voir toutes les variables qui se créent au fur et à mesure. Même si, généralement, je préfère avoir la fenêtre de code sur la droite, parce que ça me permet de pouvoir voir tout le code au plus haut, au fur et à mesure. Donc. Maintenant, ici, on a le modèle qui a été créé. On va supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas. Et on va commencer notre analyse. Alors en premier lieu, je vais sauvegarder le fichier pour avoir un fichier qui reste là, parce que là on n'a encore rien, on a juste quelque chose qui garde en mémoire vive. Donc je peux appuyer sur la disquette ou faire CTRL S ou commande S. Et ici je vais l'appeler de nouveau démo 1. Vous voyez maintenant que ça a été créé et qu'on peut avancer. La première chose que je vais faire, ce sera de charger les librairies dont on a besoin. Donc si je veux rajouter un chunk de code, il me suffit simplement d'appuyer ici et de choisir ce chunk. Ou je peux faire CTRL-ALT-I et je me souviens plus vraiment pour les Mac, mais ça s'affichera à l'écran. Et ici on va commencer par une première librairie qui est Harvest. Et je peux lancer. Voilà, donc le package a bien été chargé. La première chose que je vais faire, c'est importer les données. Donc je vais créer un chapitre sur les données. Et ici, je vais prendre les données qui m'intéressent. Donc premièrement, je vais prendre les liens URL, parce que vous allez voir que c'est avec ça qu'on va pouvoir charger les informations des pages internet. Donc je vais le faire rapidement. Voilà, maintenant j'ai tout mis ici. Par simplicité, je vais fermer ça. Si je veux naviguer dans mes différents chapitres, je vais utiliser plutôt cette partie-là. Et ici, je vais faire un tout petit peu de place pour bien voir, mais juste le temps de quelques instants pour qu'on voie qu'est-ce qui est quoi. Donc ici, le premier, nous avons l'espérance de vie. Puis ici, nous avons l'inégalité de revenus. Et puis ici, nous avons l'indicateur de développement humain ajusté pour les inégalités. Donc 1, 2, 3. Et je dis ça parce que nous avons tout ça dans un seul vecteur. Et donc du coup, lorsqu'on voudra utiliser chacun des éléments, il faudra le référencer. Donc on peut lancer. Comme vous voyez, nous avons notre vecteur qui s'est créé. Maintenant, nous n'avons plus besoin des pages internet. Peut-être juste pour vous montrer rapidement qu'à l'intérieur ici, nous avons un tableau. Mais nous pouvons aussi en avoir plusieurs. Alors retenez bien ça, parce que ça va avoir un impact sur la manière dont on va collecter les données. Donc je vais fermer tout ça. Donc nous sommes de retour ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un petit peu de place ici. Et on va lancer nos codes. Et vous savez quoi, en fait, j'aime pas trop appuyer sur Enter pour pouvoir me rajouter de la marge ici. Et si je le fais pas, en fait, je me retrouve avec des éléments qui se trouvent en bas alors que j'aime bien les avoir au milieu, voire plus haut. Et si ça vous dérange, je vais vous donner une astuce. Il faut aller sous Tools, Global Options, ensuite Code, ensuite Display. Et ensuite ici, vous allez dans Allow Scroll Past the End of the Document. Donc, vous voyez qu'en bas, on ne pouvait pas remonter plus haut. Maintenant, lorsque je vais activer ça, vous voyez que je peux monter, même s'il n'y a pas de ligne en bas. Et moi, j'aime bien faire ça parce que j'aime bien avoir le code bien en face. Maintenant, on va importer le premier élément, donc Life Expectancy, donc qui est notre variable dépendante. Donc, je vais créer un sous-chapitre. Je vais l'appeler Life, simplement. Et ici, simplement, je vais utiliser les fonctions du package Harvest pour pouvoir télécharger mes données. Premièrement, je vais importer ça dans un objet que je vais appeler Page. Page 1 parce que c'est le premier qu'on utilise. Et après, je vais prendre URL.
comme je vous ai dit avant, URL, si on choisit un élément de l'URL et que je lance ça, URL, c'est avec un S. Vous voyez que ça va me renvoyer le premier URL. Donc ici, c'est la manière de récupérer l'URL. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à l'intérieur de la fonction readHTML qui permet de lire l'HTML comme ça le dit. Et lorsque je vais lancer, vous voyez qu'il se passe quelque chose et maintenant on a notre objet page. Et page en fait, c'est toute la page HTML. Voilà, page 1. C'est toute la page HTML de Wikipédia. Et ça c'est bien pratique parce qu'on va pouvoir récupérer les tableaux. Alors pour pouvoir sélectionner un élément à l'intérieur d'un HTML, on utilise ce qu'on appelle un CSS Selector. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça veut simplement dire que c'est une manière de pouvoir sélectionner des éléments à l'intérieur du fichier HTML. On en parlera bien plus en détail quand on fera du web scraping. On va utiliser la fonction HTML element avec un S pour en choisir plusieurs. Et ensuite, à l'intérieur, simplement, ce qu'on va lui dire, c'est ok, maintenant moi j'aimerais récupérer un élément, donc on va ouvrir les guillemets, et à l'intérieur on va dire juste table. Maintenant vous posez probablement la question de ce qu'est ce truc là. Donc ceci c'est une pipe function, et je vais vous montrer dans 2 secondes ce qu'elle fait. Et simplement ce qu'elle dit c'est que ce qui se trouve à gauche, tu vas mettre à droite. Donc ici il faut imaginer que notre fonction HTML element se trouve à droite. Mais je saute une ligne pour pouvoir avoir quelque chose de plus lisible et esthétique. Ici si je lance ça, voilà ce que j'obtiens. Une série d'éléments qui commencent par table. Donc ici, ce sont toutes les tables qui se trouvent dans la page Wikipédia. Et en fait, ici, pour vous montrer que la pipe function fait, je peux prendre la fonction HTML elements et mettre page 1 et ensuite ici mettre table comme j'ai fait tout à l'heure. Et vous voyez que je ressors exactement la même chose. Ce que ça fait, c'est que ça a pris page 1 et ça l'a mis juste ici. Donc vous voyez que c'est exactement la même chose, mais l'avantage de pouvoir utiliser la pipe, c'est de pouvoir continuer à mettre des pipes et enchaîner les fonctions sans avoir de césure ou de pause au milieu pour devoir les imputer dans des valeurs. On en parlera plus en détail lorsque on aura notre vidéo consacrée aux pipes. Maintenant j'ai rajouté une nouvelle pipe et maintenant c'est pour transformer ces éléments qui sont des tableaux mais qui sont en format HTML en des tableaux, donc des data frames pour R. Je vais simplement utiliser HTML table. Et lorsque je vais lancer ça, je vais obtenir la liste de tous les tableaux, donc la liste qui était là, mais transformée en data frame cette fois-ci. Et vous voyez que ici on a plein de tableaux avec les éléments qu'on cherche. Moi je suis intéressé par le tableau 2 ici, parce que c'est là où on a toutes les informations, dont notamment celle qui nous intéresse ici, le gender gap. Donc ici, on voit que c'est le deuxième tableau, parce que ici c'est le premier tableau, ça c'est juste un résultat de la console, parce que c'est écrit console, et là on a les tableaux. Donc nous on va prendre le tableau numéro 2, celui qui nous intéresse. Donc on va faire une pipe, et petite astuce, si vous voulez utiliser la pipe, il y a une majuscule, enfin il y a un raccourci pour ça, c'est CTRL majuscule M, commande majuscule M sur Mac. Maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le tableau qui nous intéresse, et pour ça on va simplement faire un point, on va mettre les accolades, et à l'intérieur on va juste mettre 1, 2, puisque c'est le deuxième tableau qui nous intéresse. Et là on obtient les résultats pour le deuxième tableau. Alors on va pas s'arrêter en si bon chemin, parce qu'il y a quelques modifications à faire, notamment le fait que ici on a une ligne vide, on a plein de colonnes qui nous intéressent pas, et j'aimerais bien changer les noms de manière à ce que ce soit plus lisible. Donc ici on va utiliser un nouveau package, donc, qui est ici Genitor. Naturellement, si vous n'avez pas les packages, install package pour les installer, mais je pense que vous êtes habitués maintenant. Et le package Janitor, ce qui va nous permettre de faire, c'est de nettoyer les tableaux de données. Ici, on va utiliser qu'une seule fonction qui est clean names, parce que je la trouve très pratique pour pouvoir avoir des noms uniformes. Ça va nous permettre de supprimer les espaces, les caractères spéciaux, etc. et avoir quelque chose de plus lisible. Donc, maintenant, je vais rajouter une pipe et je vais utiliser la fonction clean names du package Janitor, comme vous pouvez le voir ici. Et si je lance, nous pouvons constater que nous avons une erreur. Et ça, en fait, c'est normal. Parce que ici, il va nous dire qu'il ne peut pas utiliser clean names sur un élément liste. Pourtant, ici, on a eu l'impression d'avoir sélectionné notre tableau, donc je vais supprimer la pipe. En supprimant la pipe, si je lance, je fais un CTRL Enter ou Command Enter depuis là, ça ne va pas lancer la fonction clean name. Ça va juste lancer toute cette partie-là. Donc si je fais ça,
vous voyez qu'il nous sort bien le tableau. Et si je regarde sa classe, nous avons une liste. En fait, c'est parce que nous n'avons pas complètement sélectionné le tableau, on a bien choisi sa position, mais on n'a pas sorti de sa liste. Et pour pouvoir faire ça, on va devoir ajouter des accolades supplémentaires. Et là, nous avons un accolade supplémentaire, et lorsque nous allons faire 2 de nouveau et mettre par exemple classe, cette fois-ci, nous aurons bien un TBL, et qui veut dire data frame ou table. Maintenant, si vous êtes curieux depuis tout à l'heure de comment ça se fait que j'ai des parenthèses qui changent de couleur, alors il y a une autre option pour ça. Il faut aller dans Tools, Global Options, Code, et ensuite à la deuxième page Display, vous avez cette option qui s'appelle Rainbow Parentheses. Et l'avantage de ça, c'est qu'elle va vous permettre de pouvoir colorer les parenthèses en fonction de leur niveau, et vous allez pouvoir reconnaître les éléments. Et vous voyez que si j'utilise des parenthèses, il me fait quelque chose de très joli et multicolore. Donc à essayer, c'est très pratique. Nous retournons à nos moutons et maintenant nous utilisons la fonction cleanNames. Et là vous voyez que ça a fonctionné. Et ici, on avait un delta ici, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et un espace, et vous voyez que ça les a transformés pour que ces éléments puissent être utilisés. Et on n'aime pas trop les espaces dans les noms de variables parce que ça veut dire que si je veux utiliser la variable, je suis obligé de faire des accents graves et de mettre le nom de ma variable dedans si je veux pouvoir l'utiliser parce qu'elle a des espaces. Et ça, c'est pas trop préférable. Donc ici, on a nos noms de variables, ça fait plaisir. Étape suivante, c'est que nous allons utiliser une fonction de package dplyr pour sélectionner les colonnes qui nous intéressent. Donc on va charger dplyr. Une autre chose aussi, vous voyez qu'à chaque fois que je rajoute un package, je remonte jusqu'en haut pour pouvoir le mettre. Alors je pourrais très bien le lancer juste au moment où j'en ai besoin, juste avant. Mais c'est mieux de les garder en haut, comme ça vous avez un suivi de tout ce que vous faites. Et la prochaine fois que vous revenez sur votre code, vous allez voir chaque élément ici, vous allez dire ah tiens, j'ai utilisé ça, donc j'ai fait du bootstrapping, j'ai utilisé ça, donc j'ai nettoyé, j'ai utilisé ça, donc j'ai fait de la manipulation. Donc très pratique. Et bref, maintenant nous reprenons et nous allons sélectionner notre élément. Donc ici on va utiliser la fonction select qui permet de sélectionner les colonnes. Vous pouvez voir un peu ça comme un subset, mais juste avec la partie select et sans la partie filter. Et c'est très pratique de l'avoir en select seul parce qu'ils ont développé ses capacités et vous allez voir dans les vidéos sur dplyr que select peut faire énormément de choses super cool. Maintenant on va juste sélectionner les informations qui nous intéressent. La première chose que nous allons sélectionner c'est la colonne countries parce que nous on a besoin des pays. Vous allez voir après pourquoi. C'est simplement qu'on va pouvoir merger, c'est-à-dire assembler les tableaux ensemble selon les variables. Parce que tous les tableaux n'auront pas les pays dans le même ordre, mais si on utilise une fonction particulière, il nous permet de dire ok, toutes les informations de Japan vont aller avec Japan dans notre tableau. Donc on va récupérer la colonne countries, mais je vais l'appeler country. Donc ici, lorsque je fais countries, je vais sélectionner la colonne countries. Donc vous voyez qu'elle va sélectionner que la colonne countries et les autres ont disparu. Si je veux sélectionner les autres colonnes, donc que vous voyez à quoi ressemblent les autres colonnes. Alors ici, moi, je vais choisir Countries and Gender Gap, parce que le reste, ça ne m'intéresse pas trop, ni le général, ni pour les hommes seuls, ni pour les femmes seules. Donc ici, je vais simplement mettre la pipe ici, et je vais mettre une autre variable qui est Gender Gap. Donc vous voyez qu'on a obtenu ce qu'on cherchait. Et ici, je préfère sauter d'une ligne pour pouvoir avoir quelque chose de lisible. Et vous savez qu'on peut renommer les variables. Il y a une fonction qui est faite pour ça dans dplyr qui s'appelle rename. Je l'utilise pas si souvent que ça parce que dans la plupart des fonctions dans dplyr, il est possible de renommer les variables en même temps qu'on fait d'autres opérations. Et ici, typiquement, je peux renommer immédiatement ici en disant que je veux que ma colonne countries soit en fait country. Donc je peux lancer ça. Et vous voyez qu'il a changé le nom de countries en country. Maintenant il reste un problème, c'est la première ligne qui est complètement vide et qui ne nous intéresse pas. Donc ici on va utiliser la fonction toujours dans dplyr slice qui permet de pouvoir couper une partie du tableau qui nous intéresse. Ici, si j'utilise la fonction slice par exemple en disant que je veux la ligne on va dire plutôt 4, comme ça vous allez voir un résultat. Donc ici, c'est-à-dire la ligne 1, 2, 3, 4 sur la Corée du Sud. Donc si je lance ça, vous allez voir que nous obtenons uniquement la Corée du Sud. Si on veut sélectionner plusieurs lignes, je peux dire 10 jusqu'à 10, et ici je vais choisir de 4 à 10.
Mais par contre, si on veut retirer une ligne en particulier, il suffit juste de mettre moins et le nom de la ligne. Et ici, on a retiré la première ligne qui nous gênait avec la valeur manquante. Voilà, c'est la fin de cette première partie où nous avons vu comment importer et nettoyer des données de Wikipédia. Désolé pour la qualité du son, ce sera mieux pour la partie suivante. Dans 2 semaines, nous allons faire la même chose avec 2 autres tableaux et tout assembler. Nous allons ensuite présenter une propriété bien pratique des régressions. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de la rubrique Sciences informatiques avec Fabrice qui va découvrir RStudio du point de vue d'un informaticien. Je vous promets que ça va être super intéressant. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt.